Bien, bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo pour réussir à s'affranchir des difficultés que certains d'entre vous rencontrent sur les projections de vecteurs dans les problèmes de mécanique. Donc, petite astuce, ici, on va simplement utiliser les connaissances du collège, c'est-à-dire relations de Chasles et les relations trigonométriques dans un triangle de rectangle. Alors, je vous ai pris donc l'exemple du pendule simple ici. Donc, vous savez, de O jusqu'à M, M à l'instant T, donc c'est une photographie du pendule simple, donc c'est-à-dire OM est une distance qui est constante, c'est grand L, qui fait donc un écart angulaire θ, avec un axe ici des abscisses UX que j'ai orienté donc vers le bas, un axe OY que j'ai orienté horizontalement, donc ici vous avez un repère cartésien, dans ce repère cartésien on se place dans le plan Z égale 0, et j'ai mis donc un second repère, le repère cylindrique ici, avec le vecteur radial URO, qui est dans le prolongement donc, du pendule, et Uθ, le vecteur orthoradial, qui lui est perpendiculaire et dans le sens direct. J'ai précisé ici le sens du mouvement à l'instant T de la représentation. Je vous rappelle qu'en physique, quand on fait un schéma, c'est une sorte de photographie donc, du système qui est en train d'évoluer, donc ça ne nous indique pas dans quel sens il est en train d'évoluer. Celui-ci est indispensable à partir du moment où on veut représenter donc, les forces de frottement fluide, puisque celles-ci s'opposent effectivement au mouvement. Ici, vous voyez qu'on peut avoir également donc, la poussée d'Archimède, puisque j'ai donc pris en compte le fait que nous avons ici donc présence d'un fluide, c'est-à-dire que tout ceci peut être par exemple dans l'air, et on tient compte effectivement de la présence de l'air, donc les interactions avec l'air se traduisent par les frottements fluides et par la poussée d'Archimède. Alors évidemment pour les frottements fluides, on va prendre un modèle assez simple, on prendra donc un modèle linéaire, bien qu'ici ça n'est pas tout à fait l'objet de notre étude, on n'ira peut-être pas jusqu'au bout. La tension du fil, bon, ben ça s'exerce évidemment donc toujours quand il s'agit donc du pendule simple avec un léger écart angulaire par rapport à l'axe vertical, pardon, le poids P. Alors, pour en venir à l'objet donc de cette vidéo, je vais considérer donc le repère dans lequel je dois travailler. Donc, je vais supposer ici que nous devons travailler dans le repère cylindrique. C'est en général ce que nous faisons quand on étudie le pendule simple. Je représente sur un petit schéma à côté, alors ça c'est pas obligatoire, mais au moins au début pour les explications. URO et Uθ, donc le système dans lequel nous voulons exprimer les coordonnées des vecteurs qui nous intéressent. Donc nous avons le vecteur poids qui est comme ceci, qui fait un angle θ avec le vecteur unitaire radial, puisque le vecteur unitaire radial est dans le prolongement du pendule, et le poids est vertical, c'est-à-dire il est collinaire ici à UX. On retrouve bien donc ici l'angle θ, que j'ai symbolisé également sur le schéma principal, qui est l'angle entre le vecteur poids et le vecteur unitaire radial URO. Alors, la petite astuce, enfin si on peut parler d'astuce pour représenter donc, le poids projeté dans ce repère-là, c'est de penser à une relation de Chasles, c'est-à-dire que le vecteur poids, je peux le décomposer en la somme de deux autres vecteurs, l'un qui est collinaire ici à URO, cette partie-là, et un autre qui est perpendiculaire à URO et qui est collinaire donc à Uθ, donc il va venir comme ceci. Voilà. Alors manifestement, là il y a une petite modification qui s'est faite donc non voulue. Alors je vais recommencer cette partie-là en essayant d'éviter cette modification. Donc je représente assez rapidement ce que je viens de dire. Voilà, le poids P. Donc une partie, je peux plutôt les faire en pointillé, voilà, comme ceci, avec donc un triangle qui est rectangle à cet endroit-là. Donc la partie du vecteur qui est collinaire à URO, comme je le disais un instant, c'est donc un vecteur qui est collinaire à URO. Et ici, j'ai un autre vecteur qui est, lui, collinaire à Uθ, alors de sens opposé ici. Et je replace l'angle θ qui est à cet endroit-là. Bien. Alors, la longueur du poids
nous savons que la longueur, et là je ne raisonne qu'en norme, qu'en valeur, cette longueur du triangle rectangle, donc c'est-à-dire l'hypoténuse ici, c'est mg. Sur la partie qui est collinaire à Uro, c'est le côté adjacent à θ. Donc ça veut dire que cette longueur-là, ça sera mg cosinus θ. Et le côté qui est opposé à θ aura une longueur qui va être égale à mg sinus θ. Voilà, donc ça c'est le travail dans le triangle rectangle. Et au début, donc le poids P, on peut dire que c'est la somme de ces deux vecteurs. Donc si j'écris ceci sous forme vectorielle, eh bien mg cosinus θ, on voit qu'il est suivant Uro. Donc mg cosinus θ fois Uro, ça c'est ce vecteur-là. Et ici, cette partie-là, c'est un vecteur qui est dans le sens opposé à uθ. Donc si j'utilise la notation vectorielle pour ce côté, ce sera moins mg sinus θ suivant uθ, puisqu'il est opposé à uθ. Et le vecteur qui est vertical, c'est mg suivant ux, ici pour le poids. Donc si on avait à exprimer le poids dans la base cartésienne, il n'aurait qu'une seule composante, ce serait mg suivant ux. Et dans la base cylindrique, on voit que le poids donc, a deux composantes. Une composante mg cosinus θ suivant Uro et une autre composante moins mg sinus θ suivant uθ. Ce qui signifie que le poids, donc ces projections dans la base cylindrique, va nous donner mg cosinus θ moins mg sinus θ, ça c'est dans la base Uro uθ. Dans la base cartésienne, c'est pas la peine de l'écrire, c'est mg suivant ux, donc là c'est relativement simple. Bon voilà, alors ça c'est un peu la technique, pour ces relations de Schall. Bon, bien repérer l'angle θ, alors ici il n'y avait pas de difficulté principale pour repérer l'angle θ. Bien choisir la base dans laquelle on veut exprimer ce vecteur unitaire et connaître effectivement que le cosinus de θ, c'est côté adjacent sur hypoténuse, et que le sinus de θ, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc c'est pour ça que je parlais de connaissance du collège pour effectivement donc, se repérer dans ces projections. Bien, alors on va faire un autre exemple. Alors je ne vais pas prendre la tension du fil parce qu'on peut voir là, je pense assez facilement sur le schéma que la tension du fil, c'est une certaine valeur qu'on peut noter T, et elle est opposée à Uro, donc la tension du fil, on pourrait noter assez rapidement, sans faire de schéma, que c'est moins la norme de T, suivant Uro, donc au niveau des composantes. On aurait donc moins T suivant Uro et 0 suivant uθ. Alors, un peu la même chose pour les frottements fluides. Là, il n'y a pas de difficulté particulière, puisqu'on voit que ces frottements fluides sont collinaires ici à uθ. Alors ça, c'est à la limite, on peut le voir directement en écrivant le modèle des frottements fluides, moins h fois v, opposé au vecteur vitesse. Et puis V, ça sera effectivement donc, quelque chose qui va être collinaire à uθ, puisque ici on a un mouvement circulaire, enfin tout au moins des portions de cercle, ce qui veut dire que en coordonnées cylindriques, on pourra avoir ici le vecteur vitesse V qui va être égal à L θ point suivant uθ, et là on voit bien que les forces de frottement fluide sont directement collinaires à uθ. Et le signe moins qui est ici traduit bien que c'est opposé à uθ si θ point est positif. Et c'est bien ici le sens que j'avais choisi, donc un sens croissant pour θ, donc avec θ point positif. Alors, c'est surtout donc la poussée d'Archimède qui m'intéresse ici, donc on va utiliser donc la même technique que ce que je viens de vous dire avec le poids, et j'espère qu'avec ce deuxième exemple avec la poussée d'Archimède, ça va éclaircir un petit peu tout. Je rappelle, donc ici, on avait l'origine du repère. Je fais la même chose avec la poussée d'Archimède. On va l'exprimer également dans le système de coordonnées cylindriques. Donc, je représente les coordonnées cylindriques, Uro, uθ. Donc, ça, c'est une partie du trièdre direct. La poussée d'Archimède, qui, elle, est orientée vers le haut, opposé au poids.
Donc la valeur de la poussée d'Archimède, en termes de valeur, donc la longueur du vecteur ici, ça va être la masse volumique du fluide, fois le volume de l'objet déplacé, fois G, donc ça c'est son intensité, hein, ρ Vg pour l'intensité de la poussée d'Archimède. Et puis, alors ici, on va pouvoir prolonger peut-être un petit peu donc, le vecteur unitaire URO, donc ça serait le fil, pour bien montrer où est l'angle θ. Donc l'angle θ, on va le retrouver ici. Alors ça, c'est peut-être aussi une difficulté. Donc ici, on voit bien que la poussée d'Archimède est opposée au poids, donc c'est la même direction que le poids. URO et la longueur du fil, ben ça sont collinaires. Donc θ étant l'angle de ce côté-ci, mais on va retrouver effectivement θ également entre la poussée d'Archimède et le fil qui constitue donc le pendule simple. Donc là, localiser l'angle θ à cet endroit-là. J'utilise donc la même chose que tout à l'heure. Donc la poussée d'Archimède, on peut utiliser donc un petit triangle ou rectangle ici. Alors, je vais peut-être celui-ci le colorier de telle façon à ce que ça soit visible, puisque j'ai fait mon schéma un peu trop petit. Donc on a le même type de triangle ou rectangle qu'à cet endroit-là. Où là j'ai pris suffisamment de précautions en le faisant suffisamment grand. Voilà. Donc c'est la même technique. Et pour obtenir la poussée d'Archimède, rappelez-vous, pensez aux relations de Schall. Donc pour obtenir la poussée d'Archimède, eh bien je vais devoir ajouter qui est le côté adjacent à la poussée d'Archimède. D'ailleurs, la longueur de la poussée d'Archimède, j'aurais été beaucoup mieux inspiré de le placer voilà, à droite. Donc ce vecteur-ci, côté adjacent à l'angle θ, c'est-à-dire que cette partie, pour le vecteur, ça va donc être la valeur de l'hypoténuse, c'est-à-dire la valeur de la poussée d'Archimède, masse volumique du fluide fois le volume de fluide déplacé fois G fois cosinus θ. Comme c'est un vecteur, je regarde un petit peu dans quel sens il est collinaire à URO, ben ça c'est un choix, mais il est opposé à URO, donc moins ρf fois V fois G fois cosinus θ, suivant URO. Donc là, j'ai la composante de ce vecteur ici, donc en noir, qui est finalement l'une des composantes de la poussée d'Archimède dans la base cylindrique. Et à cette partie-là, je dois ajouter le vecteur qui est perpendiculaire, qui est ici, qui constitue le côté opposé à l'angle θ. La valeur de l'hypoténuse, bah, c'est la longueur du vecteur pi ici. Donc, cette partie-là, on va donc avoir masse volumique du fluide fois volume du fluide déplacé fois G fois le sinus θ, côté opposé. Et ça, c'est dans le même sens que Uθ, c'est collinaire évidemment, puisqu'on l'a choisi collinaire, hein, ce vecteur-là, mais dans le même sens, donc ici on a bien un plus, suivant Uθ. Et donc la poussée d'Archimède peut s'écrire, alors si on l'écrit donc en ligne, ça veut dire que la poussée d'Archimède, c'est la somme de ces deux vecteurs-là, donc moins la composante suivant URO, plus donc la composante, alors j'ai dit moins la composante, attention, c'est la composante suivant URO, plus la composante suivant Uθ, hein, ce qu'on peut écrire, notamment ici en colonne, ce qui est strictement équivalent à l'écriture en ligne. L'avantage, c'est peut-être que sur l'écriture en ligne, on voit bien qu'on utilise la relation de Schall pour avoir les composantes de ce vecteur. Bien, bah écoutez, je pense que pour les projections, ça devrait suffire à vous aider. Hein. C'est surtout la technique qui est à retenir là. Donc, relation de Schall hein, et relation trigonométrique. N'oubliez pas de faire des petits schémas, peut-être au moins au début. Après, ces petits schémas seront totalement, je dirais, inutiles, parce que vous verrez très bien avec un petit peu d'entraînement et d'habitude sur le schéma directement les composantes de ces vecteurs. À bientôt pour une prochaine vidéo.